Félix Dzerzhinsky est né en 1877 et a fait ses études au lycée de Vilnius. À 19 ans, il devenait un membre de la social-démocratie polonaise, qui était à l'époque intégrée. Le pays était à l'époque intégré à l'Empire tsariste. Il a été arrêté plusieurs fois. Lorsqu'il est arrêté à nouveau, en avril 1908, il passe en jugement à 2 reprises. Voici une lettre qu'il écrit le 12 novembre. Pendant 3 jours, les 7, 8 et 9 novembre, on a jugé l'affaire où je suis impliqué avec 3 camarades. Ces 3 jours m'ont été une grande distraction. Le procès était jugé en cour de justice. On m'y a amené en fiacre, menotté aux mains. J'étais excité et me réjouissais à la vue de la circulation dans les rues, des visages d'hommes libres, des enseignes et des réclames des magasins, des tramways. J'étais heureux de rencontrer des camarades et de revoir des connaissances. Voici la salle d'audience au large baie, aux nombreux accessoires. La cour composée de 7 membres, le procureur, les experts, le pope et le curé, les témoins, les avocats, les parents et amis. Les témoins, les experts et les interprètes prêtèrent serment. Les témoins déposèrent, le procureur prononça son réquisitoire, exigeant la peine capitale en vertu du paragraphe 2 de l'article 126. Ce faisant, il déclara que le châtiment ne visait pas à nous corriger, mais à nous supprimer. Puis ce furent les discours de Rodstad, qui se défendait lui-même, et ceux des avocats. Après les délibérations, qui durèrent plus d'1 heure, on donna lecture du verdict. J'étais condamné à la déportation, Rodstad et Ozem à 4 ans de bagne, Landau à 1 an de forteresse. On nous reconnut coupables en vertu du paragraphe 2 de l'article 126, bien qu'il ait été prouvé que le Parti social-démocrate de Pologne et de Lituanie ne possédait pas de dépôt d'armes et d'explosifs. Il n'était pas non plus prouvé suffisamment qu'Ozem et moi appartenions au parti, et on ne possédait aucune preuve comme quoi la réunion de 5 personnes chez Landau était une réunion du parti et qu'ils le savaient. Le verdict se basait uniquement sur la voie de la conscience. Or, cette conscience se montra non moins complaisante aux exigences des autorités que la conscience des juges militaires. J'étais le seul à être condamné à la déportation, probablement parce qu'il savait qu'il pourrait m'envoyer au bagne pour l'autre affaire dans laquelle j'étais impliqué. Les gendarmes seraient en train de m'intenter un 3e procès. Désormais, toutes les affaires des social-démocrates seront jugées par la Cour de justice en vertu de l'article 102. Pendant le procès, je ne pensais nullement au fait que c'était nous qu'on jugeait et qu'on allait condamner. Non, je n'y songeais guère, sans me faire pourtant la moindre illusion sur le verdict. Je regardais les juges, le procureur, le public de la salle, les murs, les ornements. J'examinais chaque chose avec grand intérêt et j'étais très satisfait de voir des couleurs et des peintures fraîches, de nouveaux visages, de nouvelles personnes. J'avais le sentiment d'assister à une solennité qui n'était ni lugubre ni sinistre et qui ne me concernait aucunement. Mes yeux se repaissaient d'impressions fraîches et dans ma joie, j'aurais voulu dire à chacun une parole agréable. À un moment seulement, j'eus la sensation que l'on s'apprêtait à nous enterrer. C'était lorsqu'on nous fit entrer dans la salle du tribunal pour écouter la sentence. 15 à 20 gendarmes nous avaient encadrés soudain, et leurs sabres dégainés scintillaient sous nos yeux. Mais cet état d'âme se dissipa dès que le président eut commencé à lire. Par décret de sa majesté impériale, etc. Me revoici dans ma cellule. Je suis sûr d'être condamné au bagne. Pourrais-je le supporter ? Quand je songe aux longues journées qu'il me faudra passer en prison, jour par jour, heure par heure, et sans doute ici même au 10e pavillon, je suis saisi d'épouvante et un cri s'échappe de ma poitrine. Je ne peux pas. Cependant, je le pourrai, je dois le pouvoir, comme le peuvent d'autant d'autres qui ont dû endurer des tortures et des souffrances bien plus terribles. Ma pensée est incapable de concevoir qu'il soit possible de le supporter, mais j'ai conscience que cela est possible et un orgueilleux désir néanmoins, celui de tenir bon. La soif ardente de vivre se dissimule tout au fond de mon être. Il ne reste qu'un calme de sépulcre. Si les forces viennent à manquer, la mort, remède suprême, sera là pour me délivrer du sentiment d'impuissance. Et je me tranquillise. Pour le moment, je suis tout à fait seul. Je ne corresponds avec personne et suis isolé du reste du pavillon. Le maréchal des logis est un nouveau. L'autre, heureusement, a été remplacé. Il était d'une méchanceté insupportable. Celui-ci n'a pas l'air mauvais. Je ne le connais pas encore. En général, les nouveaux gendarmes ne nous briment pas. Je n'ai eu d'altercation qu'avec un seul. J'étais en train de lire tard dans la nuit. Lui s'approchait à tout moment de ma porte, la frôlait, soulevait le volet du mouchard, et après m'avoir regardé, le laissait retomber avec un claquement, puis le relever de nouveau, sans même s'éloigner de la porte. Je le priais de cesser ce manège. Qu'il regarde si bon lui semble, mais sans faire de bruit ni frôler la porte. L'instant d'après, il recommença. Je m'emportai.
Dans ma colère, je lui aurais sauté dessus. Mais survint l'officier de service qui lui ordonna de mettre fin à son petit jeu. Voilà. Donc Félix Dzerzhinsky, qui est connu pour avoir été le premier dirigeant de la section avec des pouvoirs extraordinaires de lutte contre le sabotage et contre la contre-révolution, bien sûr, qui donnera la Tchéka, donc qui donnera le GPU, puis le KGB et le FSB aujourd'hui, dont Vladimir Poutine, président de la Fédération russe, est originaire au niveau de son service. Voilà. Une bonne journée, à bientôt, au revoir.